Navarro au Pénac, en passant par père et mère, Christian Rode fait partie de ces comédiens populaires dont le visage et la gouaille enchantent les spectateurs depuis un demi-siècle. Metteur en scène et scénariste, il se lance également dans le roman policier avec une incursion dans l'univers du poulpe et Fin de série, publié en 2010, puis La petite mort de Virgile, sortie en 2019. Profitons d'un petit tour la tête dans les étoiles pour en savoir plus sur la carrière et la personnalité de cet ours au grand cœur qui nous est si cher. Christian, merci beaucoup d'avoir accepté de venir faire un tour de la tête dans les étoiles. Euh, Premier truc qui m'a surpris quand j'ai regardé ta carrière, parce que nous on se connaît à travers les littératures, puisqu'on s'était rencontrés quand tu avais sorti Fin de série chez Michel Ouais. Lafon, ça fait déjà quelques années, et qui était, alors outre le jeu de mots, il y avait un lien direct avec ta propre existence, ta propre carrière, évidemment, on va pouvoir y revenir, mais quelle carrière quand j'ai regardé, comédien de théâtre, Ouais, euh, tu as, tu as été metteur en scène, tu es metteur en scène, ouais, tu as créé une compagnie dans les années 70, en ouais, 75, je crois, si je 75. ne Ouais. m'abuse. Tu as d'ailleurs mis en scène des acteurs, des comédiens prestigieux, parce que je crois que Micheline Prel, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, Ouais, a ouais. été parmi les acteurs et actrices que tu as Moi, pu j'ai eu cette chance ouais, de travailler avec diriger. Micheline, avec Anémone Euh, aussi, 2 fois. ah oui, qui paraît-il. Alors, c'est amusant que tu parles d'Anémone parce que, d'après ce que j'avais entendu de ses collègues du Splendide, elle était courtisée par les plus grands réalisateurs et elle en a envoyé bouler d'énormes, je crois, il me semble qu'il y a Bertolucci dans le tas, avec qui elle a dit plus ou moins merde. Enfin, ça a l'air d'être un personnage un peu sauvage. Et ça tombe bien, parce que toi aussi, tu te revendiques comme un peu sauvage. Ouais. Euh, on va reparler de tes succès à la télévision. On reparlera aussi du fait que finalement, je t'ai assez peu vu dans une filmographie ciné, ce qui m'a un peu étonné, même si tu as participé à un film que j'adore personnellement, qui est Rue Barbare, dont j'ai gardé un souvenir très tendre, parce qu'il y avait un Ouais. comédien que j'adorais dedans, qui était Bernard-Pierre Donadieu. Ouais. Et par contre, je vais m'incliner devant un truc que j'ignorais, que tu ne m'as jamais dit. Et alors là, quand j'ai découvert, j'étais mais sidéré. Euh, Tu as co-scénarisé un court-métrage d'un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Sam Carman, qui s'appelle Omnibus, qui a été primé à Cannes en 1992 et qui a gagné l'Oscar du meilleur court-métrage en prise de vue réelle en 1993. L'histoire, c'est les coulisses de la création, là. On tournait à Navarro. Je jouais aussi en même temps au théâtre. À l'époque, c'était Jean-Christian Grünewald qui tenait ce théâtre-là. Et à côté, c'était la Main d'Or. Et on s'est retrouvés au restaurant tous ensemble, comme souvent après le tournage ou après le spectacle. Et puis, je me suis mis à raconter cette histoire. Mais l'histoire, au départ, c'était une blague de carambar, tu vois, c'est-à-dire qu'elle faisait 4 lignes. Ce que les Américains appellent un one-line pitch. Par le fait de l'émulation, d'avoir mes copains autour de moi, et puis aussi quelques whisky et quelques... Voilà, je me suis mis à raconter l'histoire de ce personnage et je l'ai inventé totalement improvisé devant eux. Et à la fin, évidemment, toi, tu ne connais pas le film, ou si tu le connais, tu sais pourquoi. Ça se passe ça, c'est qu'à la fin, si tu ne l'as pas vu, je ne te raconterai pas la fin, mais tous mes camarades, alors là, c'est la blague carambar, c'est la force de cette histoire, c'est que tous mes camarades sont tombés de leur chaise, tellement ils ont ri. D'accord. Donc, Sam m'a dit, oh, putain, mais c'est un film, il faut qu'on fasse le film. Et comme à l'époque, il n'y avait pas l'Internet comme maintenant, il n'y avait pas tout ça, donc je lui dis, écoute, on est tous un peu pétés, peut-être aussi une parole de Poivreau. Moi, je t'ai raconté cette histoire-là, mais bon, demain, est-ce que je m'en souviendrai, j'en sais rien. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas retranscrire ce que tu as entendu, et puis tu vas m'envoyer ce que tu as entendu. Il a retranscrit quasiment tout par fax. À l'époque, c'était les fax. Et donc, j'ai reçu le fax, j'ai dit, ah bah ouais, c'est bien. Et on a travaillé tous les deux. À ce moment-là, lui, il a co-signé parce qu'on a travaillé ensemble. Il y a des choses à lui dans ce scénario, évidemment, hein. Et puis, donc, on a réécrit ensemble. On a mis 15 jours. Et le film s'est fait d'une façon complètement magique après parce que on n'avait pas le temps de le tourner puisqu'on tournait Navarro. On l'avait donné d'abord à une productrice qui nous a fait attendre 2 mois. Elle a dû s'en mordre les doigts et que finalement, elle n'a pas donné suite. Et là-dessus, il l'a donné à une jeune productrice de Nasdaq tout court, qui nous a dit, écoutez, on trouve ça formidable, mais on ne peut pas le tourner cette année.
Et on lui a dit, bah, ça tombe bien, nous non plus. Donc on l'a tourné en 92, en 93 ou 92, 92. Et 92, ouais, je puis on a pense. donc eu la Palme d'Or. Là-dessus, il a été proposé aux Oscars et on a eu les Oscars en 93. Et on a eu aussi les British Awards. Ouais, j'ai vu que Le ouais, il film y a s'est eu ça. vendu dans le monde entier et il fait partie des films références dans les livres de scénario. Ouais, Mais c'est dingo, ça. Enfin, je veux ouais, dire, complètement. Ouais, complètement. et ça a pas déclenché une espèce de raz-de-marée. C'est un truc qui normalement doit faire péter une carrière et de réalisateur pour Carman et de scénariste là-dessus. Alors, les deux raisons pour lesquelles ça n'a rien déclenché en ce qui me concerne, et puis Sam, ça a pris un peu de temps. La première, c'est que tu me connais, donc je suis un sauvage. Je ne vais Ouais, pas dans les cocktails, je ne vais pas dans les machins. Je me suis retrouvé à Hollywood parce que j'étais aux Oscars. Je ne bite pas un mot d'anglais, donc c'est quand même très embêtant. On c'est me pas. parlait magnifique, machin. Ah, what, tous les... Je dis, ouais, yes, 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 thank you, thank you. Mais bon, j'avais ma fille avec moi, parce qu'ils m'avaient offert le billet aussi pour ma fille, pour fêter ses 20 ans. C'était le 31 mars. Et là-dessus, bon, ma fille me traduisait un peu, mais tu vois, bon, puis je ne me voyais pas travailler aux États-Unis, écrire aux États-Unis, donc je suis rentré en France. Et puis, j'ai pas, comme disent les Américains, pour un scénario milqué, j'ai pas essayé de faire bouillir le truc, quoi, personnellement. Mhm. Et personne n'est venu me chercher. Alors là, et en plus, je vais te dire, là, je pense que le court-métrage, il faut vraiment avoir beaucoup de pugnacité pour continuer, parce que, par exemple, c'est très français. Cette année-là, il y a eu 3 Oscars pour la France. Il y a eu un Oscar pour Au milieu coule une rivière pour la photographie, le chef opérateur. Il y a Mhm. eu un Oscar pour Régis Varnier pour Une femme française avec Catherine Deneuve et Jean-Yann. Ouais. Et il y a eu Omnibus. OK? À TF1, journal télévisé de 20 heures, ils annoncent l'Oscar pour Catherine Deneuve et Régis Varnier, l'Oscar pour la musique des Poules de Rivière, nous, Ouais, rien. court-métrage, rien. Et attends, et tout le film est fait par les gens de TF1. Les machinaux, les électros, les acteurs, le metteur en scène de Navarro qui joue dedans, le réalisateur, tout le monde fait partie de l'équipe de TF1. Pas un mot. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Mais tu vois, c'est marrant, on en parlait avec un copain réalisateur, Sébastien Drouin, qui expliquait qu'en fait, lui a pu travailler avec Oliver Stone, il a pu travailler avec le chef-op des Star Wars, enfin, et à côté de ça, se faire produire en France, c'est impossible, quoi. Enfin, c'est un truc qui est Alors bizarre. après, peut-être qu'il faut avoir des dents comme ça. Moi, je les ai pas. Voilà, je n'y arrive pas. J'arrive pas à téléphoner. J'arrive pas à aller dans les soirées en disant, vous savez, j'ai écrit un court-métrage, j'ai eu un Oscar, machin. Est-ce que vous voulez bien de moi, etc. Je peux pas le faire. Alors, c'est peut-être aussi par fierté parce que j'ai pas envie voilà, de faire de la cour à certaines personnes, mais aussi parce que c'est ma nature. Tu vois, Et puis je c'est suis difficile, ce c'est quand même mec. difficile d'arriver devant quelqu'un en disant regardez-moi, j'ai eu un Oscar. Enfin, ce qui est fou, c'est qu'on cherche pas. C'est surtout Non, ça qui puis ça m'étonne. fait, à la limite, ça fait pédant, tu vois. Ouais, je suis Et tu vois, d'accord, donc je comprends. tu te dis, les gens vont être curieux quand même, ça s'essuie un petit peu ma profession dans le film français, etc. Rien. Donc voilà, en ce qui concerne Sam, évidemment, lui a eu énormément de propositions des Américains pour faire des films, Euh, mais et en France aussi, il avait des bouquins qu'il voulait adapter. Ce qui n'est pas pareil qu'un scénario. On lui demandait un scénario, on disait, moi, j'aimerais bien adapter tel bouquin. Donc les producteurs sont déjà pour faire ouvrir un livre à un producteur, quand même la croix et la bannière. Donc évidemment, ça n'a pas marché. Et il a appris quelques mois plus tard, comme il n'y arrivait pas, que moi j'écrivais un scénario pour le cinéma avec Daniel, et qui était très très avancé, hein, puisqu'on avait le scénario complet, on commençait à faire des démarches. Et il a dit, est-ce que je peux le lire? Parce qu'il n'en avait pas. Donc on lui a dit oui. Et puis il a dit, c'est formidable, je vais le faire avec vous. Il a voulu le réaliser. On lui a dit oui. On a repris la même productrice que pour le court-métrage, sauf que là, on est tombé de très haut parce qu'elle n'avait pas les compétences pour le faire et le film ne s'est pas fait à un mois du tournage où c'est arrêté. Ah ouais, c'est terrible. Alors, moi, il y avait quand même une question aussi préalable, Christian, qui me passionne et qui, je pense, intéressera pas mal de monde. À quel moment de ton existence tu t'es dit que tu aimerais faire de ton métier le fait de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas? Alors, Comment on devient comédien? oh bah, il y a tellement C'est quoi? Ça a commencé à l'enfance? Tu devais jouer des choses parce que. Alors, moi, j'écoute beaucoup les interviews des comédiens connus et qui disent toujours à peu près la même chose que moi je dis. J'étais un enfant seul, j'étais un enfant timide,
un enfant à problème. Alors, chacun avait ses problèmes. Moi, j'étais en pension, je n'ai pas été élevé par mes parents, j'étais en colonie de vacances, etc. Et les seuls moments, je détestais la vie de groupe parce que tout était imposé, quoi. Le seul moment où j'étais heureux, c'est les spectacles de fin d'année et les spectacles à la colo où on pouvait faire les cons. Et donc, j'aimais faire rire les copains. Et c'est le seul endroit où je me trouvais bien quand je montais sur scène et je faisais un petit sketch, tu vois. Je me sentais respecté, aimé, etc. Donc ça a probablement joué. Après, bah, j'ai continué mes études. Évidemment, étant dans un milieu extrêmement modeste, il n'était pas question que je sois comédien. Donc j'ai eu quand même mon bac et j'ai dit à ma mère, bon, bah, je vais faire des études littéraires, voilà. Je vais peut-être devenir écrivain, parce que ça aussi, ça me travaillait un peu. Et puis, évidemment, au bout de un mois et demi, 2 mois, 3 mois, j'ai lâché la prise parce que c'était pas pour moi intéressant. Mais j'avais pris des options théâtre dans mon parcours de licence. À l'époque, on appelait ça des unités de valeur. Je ne sais pas si ça existe Ouais, toujours. ouais, ouais, je me rappelle. Et, Les et UV. donc, j'avais une unité de valeur en scénographie, en théâtre, improvisation. Et voilà. Bon. Et dans cette unité de scénographie, il y a le prof, Christian Dupavillon, qui était un grand scénographe de théâtre, qui dit, voilà, si vous voulez, vous pouvez faire un devoir sur un spectacle à Paris, une scénographie originale, etc. Et il y a un mec à côté de moi qui dit, oh, je voudrais faire un, un- un truc sur le Rabelais de Jean-Louis Barrault à l'Élysée-Montmartre, qui était une salle de catch. Donc ça m'a tout de Mhm. suite, je me suis dit, on fait du théâtre dans une salle de catch, ça m'a tout de suite, voilà. Et j'ai dit, je peux le faire avec toi. Il m'a dit oui. Donc on est allé voir la pièce. J'étais absolument fasciné. Et puis on est devenus copains. Et puis il me dit, bah, moi je suis régisseur d'une troupe qui démarre et on va monter une pièce à la Cité universitaire. Ça s'appelle Victor Hugo ou le Verbe du peuple. C'était en 69, hein, donc. Et là-dessus, il me dit, tu veux venir? Bah, je dis, ouais, ouais, je veux bien. Je vais regarder les répétitions. Alors il y avait dans cette petite et jeune équipe, il y avait Jean-Pierre Sentier, il y avait Philippe Clévenot, il y avait, enfin, tu vois, des mecs qui sont devenus des grandes pointures du théâtre. Et donc, j'ai regardé les répétitions une journée, 2 jours, 3. Je suis resté pendant une semaine à regarder. Au bout, la metteur en scène m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, j'adore ça, quoi. Il m'a dit, bah, vous montez sur scène, vous prenez un machin, puis vous allez crier, vive le pop, machin. Et j'ai commencé comme ça, comme une espèce Père de- figurant. presque, oui, Ouais. figurant, quoi, à le bardier, quoi. Et je me suis intégré à ça, et cette femme, qui est une femme qui est une metteur en scène très connue, a eu l'ouverture d'esprit de me dire, bah, écoute, tu veux faire ce métier, je monte une pièce à la cartoucherie, tu vas faire avec moi. Et là, j'ai eu un petit rôle dans une pièce qui s'appelait Lycétière maternelle Jules Ferry, il y avait toujours des noms à la con à l'époque. Euh, une pièce de Xavier Agnan-Pomeray, je me souviens de lui aussi, c'est un auteur, voilà. Et il y a Antoine Vitesse, qui était un grand metteur en scène de théâtre, qui est venu, qui m'a engagé, qui avait été nommé directeur du TNP, qui m'a engagé au TNP pour jouer dans une pièce, parce que j'étais funambule aussi, parce que j'ai pas tout mis dans mon CV. J'étais funambule, jongleur, etc. Donc il avait besoin d'un acteur qui en même temps pouvait traverser la scène sur une corde molle comment dire, pour illustrer Jésus marchant sur les eaux, parce que c'était sur les évangiles. Et puis, elle a eu encore cette extrême ouverture d'esprit, moi qui n'avais fait aucun cours, rien, de me proposer de jouer Louis Laine dans Claudel, à la Comédie de Saint-Étienne, où elle mettait en scène la pièce. Sans avoir pris un cours de théâtre. Sans avoir pris. Alors, je peux te dire que là, je me suis fait sur moi, hein, parce que les 2500 vers de Louis Laine dans l'échange, et surtout du Claudel, tu vois, là, tu te fais dessus quand tu rentres en scène le jour de la première et que tu n'as jamais fait ça, tu vois, là, vraiment. Mais bon, voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Mais c'est parce que, bon, c'est là où j'étais bien. Sur scène, voilà, j'étais bien, j'étais heureux. Mais ça s'est imposé à toi, en fait, finalement. Oui, ouais, 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 ouais. C'est, Oui, puis je c'est- pense que je devais pas être trop mauvais pour qu'on me reprenne, tu vois. Bah, visiblement non, parce qu'en plus, si on regarde la carrière, c'est derrière, ça enfile sur le théâtre. Ouais. La mise en scène, c'est quelque chose qui t'a apporté le même plaisir que le fait de jouer. Oui, 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 ouais, ouais, parce que j'adore les acteurs, donc et puis je suis un homme d'image, tu vois, voilà,
Je suis quasiment obsédé par le cadrage, le machin, etc. Donc, Ouais. les images plus les acteurs, c'était parfait pour moi, quoi. Tu jouais en même temps que tu mettais en Alors, scène ça ou m'est tu... arrivé de jouer, hein. Ouais. J'ai joué une pièce qui s'appelait Ivre pour vivre, que j'avais adaptée d'ailleurs. C'est mon premier texte au théâtre. C'était écrit entièrement en joual. Tu vois ce que c'est le joual? Non, Alors, c'est ma grande honte. Le joual, c'est le parler québécois. Le Voilà. joual. Voilà. Hein, Maudit, la grande niaiserie va me pitcher dans les airs jusqu'à ce que je lance mon souper dans la face, ça n'a pas de bon sens d'allure. Et ben ça, si tu veux, pour un Français, c'est difficile à comprendre. Tu vois, donc, et moi, ma première femme était québécoise. Donc, ça m'a aidé à faire la traduction. J'ai fait une adaptation et on l'a joué ça. On l'a mis en. Ah non, celui-là, je ne l'ai pas mis en scène. J'en ai mis en scène d'autres, mais pas celui-là. Non. Non. Alors, tu sais, alors, je te livre une anecdote de toi à moi, mais j'ai dû donner une interview au Canada, enfin au Québec, Ouais. sur une radio à Trois-Rivières. Et, Ouais. euh, Ouais. et Ouais. en fait, j'étais avec l'attaché de presse dans la voiture en chemin vers la radio et j'écoute l'émission, il met l'émission et je ne comprends pas un traître mot de ce que dit le type et je me dis, je suis mort. Ah Comment ouais. va se passer l'interview? Il a été très gentil parce qu'il est Ah non, mais revenu à quelque chose de compréhensible pour un non, mais ils font des Français. efforts pour les maudits français. Ah ouais, Maudits clairement. Ouais. français, mange ta merde. Ouais, c'était rigolo. Alors, donc, tu as une carrière qui est solide, qui maintenant dure depuis une vingtaine d'années. Au moment où on te retrouve, alors avec Sam Carman, Daniel Rayalet, dans Navarro, une série cultissime de Ouais, TF1 qui dure 18 ans à l'antenne ouais. et qui, pour le coup, va te projeter vis-à-vis du grand public. Ah oui. Comment ça se passe, ça, ce côté, je passe d'une carrière qui est une carrière solide, mais encore Théâtre, une fois, machin, voilà, quelques pas films. d'injure, mais assez confidentielle auprès d'un Ouais, certain public, ouais. à, pouf, exposition sur la plus grande chaîne dans un programme qui fait une audience dingue. Le premier Navarro a été diffusé en octobre 89. Il a fait 14 millions de spectateurs. C'est démentiel. Et avec 6 chaînes, hein. Ou 5, je ne sais plus. À l'époque, ouais, tu devais en avoir 6 peut-être, ouais. Ouais, 6, ouais. Écoute, moi, je n'ai jamais fait. Les gens me disent, je le dis à mes enfants, mes petits-enfants, j'ai jamais fait ce métier pour être connu. J'ai fait ce métier parce que j'aimais le théâtre, quoi. Tu vois, j'aimais être sur scène, etc. Navarro, c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que bon, j'avais des enfants, fallait les faire vivre, donc petit à petit, j'allais quand même vers la télévision parce que j'étais beaucoup mieux payé que le théâtre. Et puis Navarro, c'est arrivé un peu comme un coup de chance. J'étais pas dans des bonnes situations à cette époque-là. J'avais monté une pièce, justement avec Anémone, qui avait fait un bid au théâtre de l'Atelier. J'avais des dettes, etc. Donc, j'étais pas bien, quoi. Je ne veux pas dire plus. Et là-dessus, il y a une casting qui me dit, tu devrais aller à Beson, il y a un casting pour une série. Alors, j'y suis allé à reculons parce qu'il fallait mettre de l'essence dans ma 4L et c'était à Beson. Moi, j'étais à 90 bornes de l'autre côté. J'y suis allé, j'ai été reçu par un ours qui m'a dit ouais, je vous connais. Je lui ai demandé pourquoi vous me convoquez, vous m'avez vu. Oui, oui, j'ai vu un film que vous avez fait, Le Manteau de Saint-Martin. Ouais, ouais. Bon, bah voilà, c'est tout. J'avais fait 2 heures de bagnole dans les embouteillages et le mec me dit c'est tout, c'est au bout de 2 minutes. Je dis quel con celui-là, tu vois. Et je suis reparti. Il me dit, et en plus, il me dit, c'est pas moi qui décide. Bon, voilà, d'accord. Et je suis allé chez moi et j'étais engagé. Et en fait, ma fille me dit, mais papa, t'as eu un coup de fil, l'agent me dit que tu es engagé, etc. Et en fait, le metteur en scène, qui était devenu un très grand ami, avait une méthode qui était le contraire de tous les metteurs en scène. Et moi, je trouve ça remarquable. C'est qu'au lieu de dire aux acteurs, vous êtes un acteur formidable, etc., et l'acteur sort du bureau en se disant, putain, ça y est, j'ai un rôle, hein, lui, il faisait le contraire. Pas d'espoir. Comme ça, il n'y a qu'une bonne surprise. Donc, lui, il disait, il faut être honnête avec les acteurs. Voilà. Et donc, j'ai fait ça. Et évidemment, dès la première diffusion, ma vie a changé, à la fois même au niveau financier, parce que ça n'avait plus rien à voir avec le théâtre, quoi. Ouais, puis en plus, alors c'est combien d'épisodes par an? Voilà, au début, on en faisait 4 ou 6, je pense, 90 minutes. Ouais. Moi, j'ai dû en tourner, je ne pourrais pas dire de bêtises, mais 80, il y en a eu 100 et quelques, 110, 120. Parce qu'à la fin, avec Daniel, on était moins là parce qu'il y a eu des soucis avec Roger Hanin qui avait pris ombrage du fait que j'ai écrit une autre série pour France Télévisions qui s'appelait Les Monos, qu'on a Ouais, joué ça, avec je me rappelle. Daniel. Ouais. Il avait pris ombrage de ça et il avait demandé à ce qu'on soit moins ensemble avec lui parce que voilà, on lui avait, on était ses enfants et qu'on avait trahi, etc. Bref.
Donc, du coup, nous, on a dit on veut bien être viré, mais par notre employeur, pas par Roger. Alors, il faut qu'on trouve une solution. Donc, la solution, ça a été de réécrire les scénarios pour qu'on ne soit pas avec Roger pendant un an ou deux. Ouais, quand même. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est étrange comme. Ah voilà, mais c'est Roger, quoi. Ouais. Voilà, Roger, c'était clanique un peu son système. Paix à son âme. Moi, voilà, il avait des qualités. Alors, bon, Ouais, ça a pas dû être simple tous les jours, c'est ça l'idée. non, à la fin, non. Donc, on a Ouais. tourné de moins en moins. Ouais. Et voilà, mais j'en ai fait au moins 80, oui, avec Daniel, ouais, ouais. Ouais. Et en fait, le grand tournant de Navarro, alors il y a effectivement la notoriété. Évidemment, on peut pas le nier parce que les artistes en France, on a toujours cette espèce de fantasme de la noblesse, de la pauvreté de l'artiste. Enfin, c'est bien quand même de pouvoir se nourrir et se loger. C'est la moindre des choses, mais c'est pour moi un des rares métiers où on te trouve normal que tu crèves la dalle. Enfin, c'est Ah bah un oui, ouais, truc ouais. assez bizarre. Avec ça a surtout permis de lier des liens assez forts, notamment alors, avec Sam Carman et Daniel Rialet, Ouais. où là, c'est bien plus qu'une amitié au final qui démarre. C'est Ah bah, c'est- c'est c'était une, plus c'est une vraie qu'amitié, c'était bromance mon tous les petit deux. frère. C'était mon petit frère. On avait une connivence absolument totale. On n'avait pas besoin de se parler. On n'avait pas sur plateau. En un dixième de seconde, on savait ce que l'autre allait faire. On avait une vraie complicité dans l'improvisation. Lui, ça me faisait. Je me sers toujours de cette expression parce qu'il avait vraiment une tête de poisson rouge comme ça quand je faisais des conneries. Ça me faisait rire, donc j'en rajoutais, tu vois. Et il continue, voilà. Et il aimait ma façon d'improviser. Et on a à tel point que, voilà, une petite anecdote, Tito Topin, l'auteur de Navarro, qui était quand même un grand auteur de polar aussi, hein, Ouais. comme il nous aimait beaucoup, puis qu'il avait compris qu'on était quand même malin et et qu'il devait écrire beaucoup, des fois, il avait instauré ce qu'on appelait les brèves de voiture, qui n'étaient pas les brèves de comptoir, avec nous deux. Au début, il écrivait une petite scène, tu vois, sur À la fin, il vous la laissait préparation faire. de la mer, le machin, etc. Et à la fin, comme il voyait qu'on improvisait tout le temps, il mettait le titre. C'est drôle Et ça. alors, il disait, je vais me marier, qu'est-ce que je peux faire comme cadeau à ma fiancée? Alors, bah, je disais, tu lui achètes un holster de chez Hermès. Ah bon? Tu vois? Ou alors, un jour, on a improvisé. Et ils l'ont gardé, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la censure qu'il y a maintenant à la télévision. Parce que moi, je parle vraiment de censure. On pouvait dire des choses qu'on n'oserait plus dire aujourd'hui, je Bah, trouve. ça, c'est clair. Votre histoire, je sais qu'elle est forcément douloureuse pour toi, Bah Christian, oui. parce que malheureusement, Daniel Ouais. Rialet nous a quittés trop jeunes. 44. Ça a été immédiat, votre complicité? C'est-à-dire, c'est un coup de cœur ou c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure des épisodes? C'est exactement. Alors, contrairement aux histoires de passion et histoires d'amour qui finissent mal parce qu'à un moment on en a marre, celle-là, ça a fini mal parce qu'il est mort. Sinon, ça n'aurait jamais fini. Ça a pris 1 heure. Le jour du tournage, j'étais pas prévu sur Navarro en plus. C'est-à-dire que moi, quand on m'a appelé, quand le metteur en scène m'a appelé, c'est qu'il y avait un acteur qui faisait chier la production, qui exigeait les scénarios avant, etc. Alors que c'était des petits rôles au départ, hein, des rôles de mulet, voilà, voilà, qui demandaient des salaires, nanana. Et à un moment, Pierre Grimblat a dit virez-le. Et puis ils se sont retrouvés à 7 jours du tournage sans acteur, quand même, avec un rôle important, quoi. Ouais, ouais. Donc là, ils m'ont appelé parce que j'avais tourné, évidemment, pour Pierre Grimblat, une série noire. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé à ce casting. Et donc j'ai été engagé 8 jours avant le début du tournage. Et donc personne ne savait qui allait jouer le rôle. Je suis arrivé sur le tournage et avec le metteur en scène qui me connaissait, quoi. Et donc je suis monté dans la voiture. J'avais une scène, la première scène, je montais dans la voiture avec Daniel. On a tourné, on ne se connaissait pas. La scène était bien écrite par Tito. Et il y a tout de suite eu cette complicité, mais tu vois, mais immédiate. Et là, on avait 1 heure de battement entre deux séquences. Et on a été boire un coup dans un café en face. Et là, on s'est raconté notre vie en 1 heure. Lui, il était fils de camionneur. Son père était camionneur, chauffeur routier. Et il avait une toute petite entreprise, deux, trois camions en Bretagne. Moi, j'étais fils d'une ouvrière. Mon père était vendeur étalagiste dans un magasin. Voilà. Et on a eu voilà, une espèce de coup de foudre Bah, immédiat.
Ouais, alors c'est marrant parce que alors, dans ma bouche, et de toute façon, je pense que c'est un compliment. Vous devenez un peu des séropoirés en fait pendant un moment, c'est-à-dire que vous éprouvez le besoin d'écrire des choses ensemble. Ouais, ouais, Alors, ce qui est aussi important, c'est-à-dire que ta volonté d'écrire est toujours là et ouais, visuellement elle est ouais, omniprésente. Apparemment, il la partage. Et donc, vous allez scénariser et créer la série Les Monos, donc qui va ouais, vous attirer les foudres de Roger Hanin. Et puis arrive la série qui est quelque part, je dirais presque entérine votre mariage auprès du grand public. ouais, ouais, C'est ouais, la série Père et Mère ouais, 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 qui est complètement indissociable de vous deux. ouais. Et alors ça, c'est pareil, c'est un succès, ça. Alors, le père et mère, c'était pas gagné pour plein de raisons, parce que le contexte des coulisses n'était pas très bon, hein, parce on était là pour des mauvaises raisons. À l'époque, il y avait des bisbilles entre des gens au-dessus, et on nous a validé la série, surtout pour faire chez France 2, parce qu'on faisait les monos en même temps. Et le directeur de la fiction de l'époque, je ne citerai pas son nom, mais n'a pas aidé nos producteurs au départ. Il les a aidés, il a fait son travail, mais psychologiquement, à chaque fois que la série passait, il disait au producteur, il disait, ouais, mais c'est du bol. Le père et mère, c'est un... Comment dire? Oui, c'est ça, tu as raison. Ça finalise le mariage, quoi. Voilà, c'est, euh, c'est un truc. Alors là, bon, pour revenir à Poirot et Sérot, que j'adore, c'est un peu comme Poirot et Sérot dans la mesure où Daniel n'écrivait pas. Moi, il était mon sparring partner. Et dans Poirot et Sérot, Sérot Poiret était n'écrivait pas. C'est ouais. Poiret qui écrivait. Mais sans Sérot, Poiret ne pouvait pas écrire. Clairement, il l'envoyait dans des trucs. Évidemment, Poiret, il partait tout de suite, tu vois. Et Daniel faisait la même chose. Je proposais des séquences ou des sujets, des machins, et tout de suite, il partait dans des délires, et j'y allais, tu vois. Et, ah oui, t'as raison, on va faire ça, j'écrivais ça, oui, oui, voilà. Donc voilà, on travaillait comme ça. J'étais Et à l'instar de Poiret et Serrault, ça ne pouvait marcher qu'avec eux. Ah oui, J'ai en tête un film que tu avais peut-être vu qui s'appelle À la tête du client, oui, qui est avec Francis Blanche, une espèce d'immense délire. Tu te dis avec n'importe qui d'autre, c'est un nanar sans nom, tellement c'est con. Et avec eux, ils arrivent à te faire passer ça par cette complicité. D'ailleurs, tu les vois même se marrer par moments sur des impros. oui, Ils n'ont oui, pas pu le oui. couper, quoi. Donc Oui, oui. Non, mais c'est effectivement important. ils ont eu cette chance. C'est vraiment une chance quand tu trouves ton alter ego dans ce métier. Et Ouais, quand j'ai surtout. perdu Daniel, je pense que ma carrière a basculé complètement. J'ai tout perdu, quoi. Ça, Même si ça, j'ai fait derrière, hein. alors tout perdu, émotionnellement, je peux évidemment le comprendre. Ouais, Après, ça enlève. T'as quand même, alors c'est ça qui est intéressant, t'as quand même ton parcours, la solidité de ce parcours, qui t'amène beaucoup à la télévision et finalement assez peu sur grand écran. ouais. Tu crois que c'est ton côté sauvage, c'est le fait que le cinéma t'intéresse peu, c'est ton côté sauvage qui Non, correspond pas au milieu du cinéma, tu l'expliques non, comment? c'est que je fais partie d'une génération euh, qui faisait du théâtre déjà. Alors donc, quand tu fais du théâtre, ça faisait chier les réalisateurs parce que tu n'étais pas libre le soir, machin, etc. La deuxième chose, c'est que après, j'ai commencé à faire de la télévision, et je suis d'une génération où les acteurs de télévision ne devaient pas faire de cinéma. C'était cloisonné. Ouais, on cloisonnait Je vais te beaucoup, c'est donner vrai. un exemple. Et troisième chose, c'est que je me suis jamais battu pour faire du cinéma. Mon agent me proposait pas. Alors j'allais voir quelquefois des metteurs en scène, où je faisais des castings. Enfin, j'ai fait un casting. Après, j'ai arrêté de faire des essais parce que ça m'a dégoûté, mais pour Piala. Mais je suis parti avant même la fin des essais. J'avais pas cette envie de cinéma. C'est-à-dire que pour moi, le cinéma, c'était ou pour gagner ma vie, mais l'envie d'être une vedette de cinéma ne m'intéressait pas. Je te donne un exemple. J'ai exactement le même âge que Daniel Auteuil, que j'aime beaucoup. Mhm. Au moment où moi, je monte ma compagnie de théâtre, euh, je fais du théâtre d'avant-garde, je monte des auteurs inconnus, etc., lui, il fait du cinéma. Il veut être une vedette. Il fait les filles à la plage, le machin, Les sous-doués, ouais. les sous-doués et tout. Il veut y arriver. Il a envie de ça. C'est pour ça que quand les gens me disent, mais je ne comprends pas, vous n'êtes pas au cinéma, vous devriez... Je dis non, je suis à ma place. Je ne voulais pas autant que lui. Ouais, mais Voilà. en même temps, ce que tu as, et c'est pas la même chose, mais c'est quand même important. C'est
visiblement, avec ta carrière, j'ai l'impression, en plus, tu te confirmes avec ce que tu dis, au bout d'un moment, tu fais plus de casting, on vient de chercher, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est quand même Puis, de pas toute façon, désagréable pour un comédien, finalement, qu'on te ouais, sollicite. ouais, bien sûr, mais ça, c'est pour la télé, pour le cinéma. Moi, je suis prêt à faire des castings, hein, mais je n'en fais pas parce que j'ai pas de proposition, tu vois. Puis je te dis, je fais partie de la génération. Aujourd'hui, tous les mecs de télé, les comiques, les machins, ils sont tous au cinéma. Mais à l'époque, même, je vais te raconter, le premier. Il n'y avait pas de porosité, c'est clair. Il n'y avait pas de Non, porosité. même la porosité, quand elle commençait avec Smaïn, elle a commencé un peu peut-être avec lui, mais enfin bon, un jour, Olivier Marchal me convoque, oui, me convoque, voilà. Il était venu, je l'ai connu, il n'était pas connu du tout. Il venait me voir sur Navarro, voilà, il m'aimait bien, tout ça. Il avait eu un projet de court-métrage, puis finalement, pour moi, puis finalement, je ne l'ai pas fait. Mais après, il m'appelle, il me dit, viens voir, j'ai un truc pour toi, voilà, etc. Et il me propose un rôle dans son premier long métrage. Oh, j'étais super content, tu vois. Et il m'a appelé 8 jours après, il m'a dit, écoute, je suis désolé, non, les producteurs ne veulent pas d'acteurs de télé. Lui, qui est un acteur de télé, me dit ça à moi. Je l'ai trouvé un peu raide, Tu m'étonnes. voilà, mais bon, il a des raisons sûrement de le dire, parce qu'il veut faire son film. Mais en même temps, dans le film, il y a des acteurs de télé. Sauf que il y avait des acteurs peut-être plus bankable que moi ou je sais pas quoi, tu vois. Donc à l'époque, je démarrais Navarro, hein. Voilà, il y a vraiment un cloisonnement, même tu vois, au théâtre. Les acteurs de boulevard ne font pas de décentralisation, les mecs de synchro font pas ceci, tu vois. Hmm. En Angleterre, tu Ah fais ouais, la c'est. Super Compagnie et tu vas aussi au boulevard, tu fais les deux. Ouais, bah, imagine un Patrick Stewart en France qui a pu faire la Royal Shakespeare Company et aller jouer le commandant Picard, enfin le capitaine Picard dans Star Trek. Enfin, c'est pas notre truc, quoi. Mais revenons encore plus loin, mais Sean Connery, il est à la Royal Shakespeare Company Hmm. et il fait James Bond. Tu refuses beaucoup de propositions, ou tu en as refusé beaucoup. Pour quoi? Le théâtre ou le cinéma ou la Théâtre et télé? cinéma et télé, je veux dire. Alors, télé, oui, Ouais. beaucoup. Parce que, alors de plus en plus, parce que j'espère que pas tous les producteurs vont écouter l'émission. Mais je J'en suis doute. consterné, tu vois, par les scénarios, je suis consterné par euh, l'usine comment dire, à vider les cerveaux des quotidiennes, tu vois. Ouais, mais tu sais, il y a un truc qui est terrible, c'est le terme créateur de contenu. C'est un, Ouais, c'est, c'est, ouais, c'est un terme qu'on entend de plus en plus et tu te dis, mais quel manque ouais, d'ambition, quel manque de ouais, respect. Enfin, créer du contenu comme si on remplissait des rayonnages. Enfin, ouais. c'est un truc qui est un peu bizarre et Ah, tu as forcément tu dois raison, le oui, sentir. Et tu, j'avais tu as pas pensé vu à ça. cet effondrement scénaristique, Ouais, ouais, tu ouais, l'as ouais. senti au fil du temps? Ah oui, 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 clairement. Alors, on avait. Moi, je suis devenu scénariste parce que les scénarios que je tournais parfois n'étaient pas bons. Convenait pas. Alors, je me suis dit, c'était dans les années 80 déjà. 80, mon premier scénario que j'ai vendu à la télé, c'était en 81 ou 82. À l'époque, il y avait un mec qui s'appelait Abdelsier qui faisait des petits modules de 20 minutes en vidéo, des petites histoires policières de 20 minutes. Et donc, j'ai regardé ça et c'était vraiment consternant, tu vois. Et comme moi, j'étais un peu dans la merde, parce que je jouais au poker, enfin, c'est toute la vie. La vie dissolue des artistes. Voilà. J'avais un souci, j'avais des dettes de poker. Et puis, je vois ça et je me dis, tiens, ben, je vais, quitte à tourner des trucs qui ne tiennent pas debout, autant que je les écrive moi, moi, je gagnerai du pognon avec. Mais vraiment, tu vois, c'est mon Ouais, je premier scénario comprends. de télé, c'est ça. J'avais écrit pour le théâtre quand même, j'avais écrit pour des chanteurs, j'ai des clips vidéo pour des chanteurs connus, mais parce que je travaille pas mal aussi, enfin, un peu pour dans la musique aussi. J'ai écrit une histoire de 20 minutes qui s'appelait Pigeon Vol. Je m'en souviens bien parce que c'était en gros mon histoire de poker. Je m'étais fait arnaquer au poker. Et donc, j'avais écrit mon histoire. Un mec qui me dit, il y a une partie, il y a un mec qui ne sait pas jouer, viens, tu vas voir, on va le plumer, etc. Mais le pigeon, c'était moi. Pigeon, c'est toi, ouais. Voilà. Donc, Ah j'ai ouais. écrit l'histoire et c'est mon premier scénario, je l'ai vendu immédiatement. Ça m'a encouragé. Ah oui, c'est encourageant, c'est Voilà. clair. Alors, figure-toi que la plaisanterie, c'est que, tu le sais, le but de la chaîne, nous sommes une équipe d'astrophotographes, donc on fait des photos de l'espace et on essaye d'amener les gens à s'intéresser à ce qu'il y a autour de nous.
qui n'est pas un ailleurs, parce qu'on en fait partie. Mais c'est Ouais, vrai qu'on est tellement centré sur notre petite planète qu'on finit ouais, par oui. oublier qu'on fait partie d'un ensemble où on maîtrise pas tout et de loin. Mhm. Et donc l'émission s'appelle La tête dans les étoiles. Et alors, comme je te disais en préambule, quand on Ouais. discutait, tu as déjà participé à un truc qui s'appelle La tête dans les étoiles. Et alors, c'est quelque chose que je comprenais pas. J'ai un très bon copain comédien américain avec qui on parlait d'une série dans laquelle j'avais vu dans les années 80 et qui, visiblement, n'avait aucun souvenir. Je comprenais pas à l'époque, et puis le fait est qu'aujourd'hui, 15 ans après la sortie d'un de mes romans, quand on m'en parle, je me rappelle plus de certaines scènes. Je me dis, pour se dire, c'est même pas lui qui l'a écrit, tu vois, Ouais. parce que bah, on passe à d'autres choses, d'autres histoires, d'autres personnages, etc. Donc ça m'amuse de voir que visiblement tu t'en rappelles pas. Tu as joué dans un épisode de Joséphine Ange Gardien qui s'appelle La tête dans les étoiles. Ah oui, mise en scène Denis Malval. Oui, oui, Ah oui, bah, absolument. Mon gamin voulait absolument acheter un un- télescope. on lui offre un télescope, etc. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est Il est comme quoi repassé il y a 3 semaines. c'est rigolo. Ton amour pour la comédie est intact aujourd'hui, après 50 ans de carrière. Bientôt, tu l'es faite, il me semble. Ouais, c'est peut-être déjà Ouais, fait, hein. ouais, bah, je vais avoir 74 ans au mois de mai, là. Et Toujours écoute, la même envie, toujours le même plaisir. de jouer, oui, mais comme j'ai de moins en moins de scénarios qui tiennent debout dans les mains, je Ouais. suis souvent. Alors, il y a des bons scénarios hein, quand même encore. Hein. J'ai tourné une série, enfin, j'ai fait un guest dans une série là qui s'appelait Piste Noire, qui était bien écrite. J'ai fait aussi une série qui s'appelait, comme guest aussi, Prière d'enquêter, euh, qui était avec Guy Marchand, qui nous a quittés d'ailleurs, qui était bien écrite. Mais, mais souvent, il y a une perte d'intérêt à cause des scénarios. Voilà, où on est obligé de rebricoler les textes ou les dialogues, etc., quand on peut le faire, sans faire trop de dégâts. Et en général, il y a toujours un dégât parce que les scénaristes ont l'impression d'écrire des chefs-d'œuvre, donc c'est compliqué. Hmm. Donc l'envie est un peu moins là. Et puis j'avoue que je finis mon 4e roman et j'ai de plus en plus le sentiment L'appel de que c'est ma l'écriture. respiration, quoi, tu vois. Ouais. Euh, D'abord, c'est au niveau du mode de vie, ça me va bien parce que comme je suis un solitaire, tu vois, je suis devant mon bureau et je suis dans les arbres dans la rue, voilà, et je suis bien, voilà. Alors c'est pas compliqué, c'est pas simple parce que il y a cette solitude-là, des fois, elle est un peu aussi. J'aime bien aussi, tu vois, travailler. Voilà. Par exemple, Ouais. quand on écrivait avec Daniel, c'était quand même plus simple que d'écrire tout seul. Alors tiens, justement, il y a un truc qui m'a fait rire. J'ai pas réussi à retrouver le titre. Je me rappelle t'avoir vu il y a quelques années dans un téléfilm qui était adapté, je crois, de deux auteurs de polar où tu jouais un notaire. Ça va peut-être te Oui, parler. Un oui, notaire de province. Alors, je trouvais que le personnage de notable de province ouais, t'allait ouais, à merveille. Je trouvais que le costume ouais, t'allait à merveille. Mais du coup, il y a un problème. C'est que à la seconde où je t'ai vu apparaître, il y a une ouais. espèce de mystère autour. Je me Ouais. suis dit, c'est forcément lui. Le pourri de l'histoire, c'est forcément lui. Ils Alors, on peuvent m'a pas avoir engagé fait. beaucoup pour ça, parce que comme j'étais un acteur de comédie, on m'a engagé en disant, ah, ils vont pas penser que c'est lui, il est trop gentil, il est Mais trop... sauf que tu dis une pointure, avec la pointure de Christian, ils l'ont pas Ouais, fait venir juste pour être ouais, sympa. Et ouais. en plus, forcément, il y a un contrepoint. Alors ça amène une vraie question que je me pose. C'est jouissif de jouer les fumiers ou est-ce que ça a Oh, pour plus ben, d'importance qu'un autre? j'aime les deux. J'aime jouer père et mère, qui est un espèce de bougon permanent, mauvais écolo, mauvais machin, etc. Puis bonne patte et bon cœur. Et j'ai joué des personnages, mais terrifiants. Le plus terrifiant pour moi à jouer, ça a été un film que j'ai tourné il y a 5 6 ans. J'ai été obligé quand même là, j'ai demandé à mes enfants en disant, écoute, on me propose ce rôle, je ne sais pas, j'hésite, etc. Euh, J'étais un grand-père, pareil, j'étais un grand-père tranquille, tu vois, il y a une photo de famille, il y a une fête de famille, tout ça, on le voit avec ses enfants, ses petits-enfants. Et en fait, on va s'apercevoir qu'il a violé son fils et son petit-fils. Oh putain, ouais, c'est lourd à Voilà. Et porter, là, oui. là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais, etc.
Et ma fille m'a dit, mais papa, c'est ton métier. Tu crois que quand il a fait Hannibal Lecter, il a dit, je vais pas le faire parce que c'est un méchant. Voilà, c'est son métier. Donc voilà, ça c'était Alors il n'y avait pas de scène scabreuse Et ça aide avec les déjà un peu, ouais. enfants, mais il y avait tout l'environnement quand même, tu vois, voilà. Et je meurs à la fin, évidemment, pas à cause de ça, mais bon, voilà. Et puis bah, là, en l'occurrence, dont tu me parles, le film dont tu me parles, c'était avec Audrey Fleurot Audrey Fleurot, ouais. Ouais. et puis Bruno de Brandt. Bah, c'est pareil, c'est Denis Malval qui avait fait le Joséphine Ange Gardien dans les étoiles, qui avait fait ce film. C'était pas La Et vie en miettes? La vie en miettes, ouais. Et Voilà. d'ailleurs, je vais te dire, on n'est pas beaucoup aimé par les intellectuels, nous les acteurs de télé et surtout de télévision populaire. J'ai rarement vu des bons papiers dans Télérama, je crois que ça m'est arrivé rarement. Sauf Ouais. qu'une fois, là, avec ma série, on a eu un doté, je ne sais même pas pourquoi, d'un seul coup, fin de ma carrière, ils finissent par me dire ah bah, ce qu'il fait, c'est pas mal. Mais peut-être parce que j'étais avec ma fille aussi, je tournais avec ma fille, donc le couple fonctionnait bien, comme avec Daniel. La seule fois où j'ai eu un papier qui m'a vraiment touché au cœur, c'était Le Monde. Tu vois, Le Monde, c'est quand même une référence, qui a dit Christian Roth n'est pas qu'un acteur de comédie de télévision, c'est un acteur qui sait faire ça, machin, etc., à propos de ce rôle de notaire. D'accord. Ouais, ouais, mais moi, alors je dois être le seul con à m'être marré tout le long du film, Ouais, à ouais, me dire à bah quel oui, mais- moment on va détecter le fait que ouais, c'est forcément lui. ouais, ouais, C'était assez marrant. Alors, donc, on a parlé de ton envie d'écrire et de ton besoin de créer des mondes, enfin, ouais, qui remontent visiblement depuis l'enfance. Et c'est vrai que c'est très fréquent chez les enfants un peu solitaires. Je ne ferai pas un dessin, mais tu te doutes ouais, que c'est un peu ouais, le même parcours. Donc, tu as publié 4 romans. ouais, Donc, il y a eu, j'ai évoqué Fin de série en 2010 chez Michel Lafon. Il y a eu La petite mort de Virgile en 2019. En ouais, 99, tu as fait un roman de la série, Le Poulpe, ouais. alors qui dénote ton goût pour les jeux de mots à la con quand même. Le bris ne fait pas le moine. Alors ça, c'est pas de ma faute. Évidemment, c'est Non, un mais jeu de ça va dans le cartes. cahier des charges du Poulpe. Ouais, c'est le poulpe, hein, mais il fallait trouver un nom à la con parce que le premier poulpe est quand même un chef-d'œuvre au niveau de titre à la con. Je sais pas si tu te souviens c'était Le premier, Jean-Bernard Pouille qui avait créé la ouais, série ouais. et ça se passait dans le milieu du cheval et le polar s'appelait La petite écuyère à cafeter. Là, aujourd'hui, tu disais écrire, c'est la prochaine aventure finalement. C'est là que tu te Ouais, sens enfin là le pour mieux. l'instant c'est ce qui me tient le plus. J'ai Ouais. pas tourné depuis un an pour pouvoir finir ce roman, tu vois. Ouais, les Euh, pénacles que tu as tourné avec ta fille, ça avait été mis en boîte il y a déjà un an? Ça a été, oui, en boîte. Ben, on a fini de tourner en mars de l'année dernière. Ouais. Et, Ah oui, d'accord, déjà. ouais. Et ça fait quoi de jouer avec ces enfants? Bah, écoute, Hormis le fait, je j'ai sais que joué tu es avec une plein actrice d'admiration d'abord. envers ta fille. J'ai joué avec une actrice d'abord. Ouais, Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec l'actrice. Euh, Après qu'elle soit ma fille, c'est de la fierté, évidemment. ouais. Du plaisir de voir que c'est une bonne actrice. Et surtout, arrivant à mon âge, je me suis dit, voilà, des fois, on ouvre les albums photos, puis on dit, tiens, c'est de papa avec machin, machin. Là, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mes arrière-arrière-petits-enfants verront leur mère, leur grand-mère, leur arrière-grand-mère, leur arrière-grand-mère jouer avec leur arrière-arrière-arrière-grand-père. Et ça me fait plaisir. Ça, c'est rigolo. Et c'est venu. Enfin, je veux dire, quand on est comédien et que sa fille devient comédienne, alors tu as d'autres enfants évidemment, mais Ouais. euh, ça, tu l'as accompagné dans ses premières envies. Non, pas du C'est tout. venu sans que tu le vois venir. C'est-à-dire que, bah, comme toujours, elle avait envie de faire ça, mais comme elle voulait pas, tu vois, alors elle a pris un chemin détourné, elle a dit, je veux faire réalisatrice. Cela dit, c'est ce qu'elle va finir par faire, mais, parce qu'elle a réalisé un court-métrage, puis elle prépare un long-métrage, mais euh, euh, elle a donc fait un lycée de cinéma. Donc moi, voilà. Puis à un moment, elle m'a dit, tu sais, papa, pour comprendre les acteurs, il faudrait peut-être que je prenne des cours de théâtre. J'ai dit, bah vas-y, voilà. Alors, je suis allé voir le résultat de fin d'année chez le Pierre Debauche. À l'époque, il avait un cours à Paris et je l'ai trouvé très bien. Et là, elle me dit, bah, Pierre, il monte une école à, à Agen. Est-ce que je peux. Voilà, l'idée, c'était, elle est partie 3 ans faire les cours à Agen avec Pierre Debauche. Bah, j'ai dit oui. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux faire ce métier, moi, je n'ai pas pris de cours, je n'ai pas de famille.
voilà, j'ai pas de famille professionnelle, hein, je suis un peu un solitaire. J'ai des amis, mais deux, trois amis, mais c'est tout. J'ai pas. Il faut te faire une famille. Et pour te faire une famille, à mon avis, ce qui serait bien, c'est que tu fasses le conservatoire. Parce que quoi qu'il arrive dans ce métier, 20 ans après, si tu es toujours là, tu auras toujours des copains du conservatoire. Mhm. Donc, elle a fait le conservatoire, elle a eu le conservatoire, elle est maintenant même présidente du jury du conservatoire, tu vois, pour te dire qu'elle aime bien le conservatoire. Elle a vraiment commencé par le théâtre, quoi, voilà. Après, elle a fait beaucoup de films au cinéma, beaucoup plus que moi, beaucoup, beaucoup, mais des films, soit des films qui étaient des grosses machines, mais qui n'ont pas marché. Mhm. Faut être dans le bon wagon aussi, hein. Ah Moi, oui, je non, mais fais c'est. Navarro. Si Navarro marche pas, voilà. Bah, Ouais, par exemple, elle fait le premier film comment il s'appelle, celui qui fait Camelot. Alexandre Astier. Alexandre Astier fait son premier long métrage avec Adjani. Elle a le rôle secondaire principal. Elle fait la maîtresse d'Astier. Le film marche pas, ben voilà, ça s'arrête là, quoi. Donc, elle a fait plein de films de jeunes auteurs, de jeunes réalisateurs. Alors, on va arriver au moment où je vais, comme pour tous les invités, te confronter à des deux images du cosmos Ouais, pour voir si ça t'inspire des choses. Ça peut ne d'accord. rien t'inspirer. Tu as déjà regardé dans un télescope, toi? Dans un télescope, non, mais il m'est arrivé très souvent l'été de m'allonger dans l'herbe et Ouais, de me dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, finalement, tout va bien. On est si petit que, bon, tous nos problèmes c'est peanuts, voilà, et ça ne m'engage, ça ne m'a jamais emmené dans des questions religieuses, hein, ouais. voilà. Je dirais presque que c'est le contraire. Euh, j'ai plus le sentiment, quand je regarde le ciel comme ça, de faire partie d'un D'un tout, d'un un ensemble, d'un tout, univers, voilà, ouais. voilà. Mais un télescope, non. J'ai peut-être regardé une fois dans une jumelle la Lune. Ouais, c'est déjà formidable. Moi, j'avais 19 ans, la nuit où ils ont mis Ouais, le pied sur la Lune. Et j'habitais à Maison-Alfort, au rez-de-chaussée. Il faisait une chaleur absolument terrible ce jour-là à Paris. Et donc, je suis sorti, j'avais une télé noir et blanc, et j'ai regardé l'alunissage. J'étais tout fasciné. Je m'en souviens, tu vois, c'est le truc. Il y a deux, trois trucs dans ta vie, tu sais ouais, exactement où c'est. tu étais, tu vois. La mort de Coluche, ben là, l'alunissage, je sais où j'étais. Et à un moment, j'étais au rez-de-chaussée, j'ai sauté dans la rue, par la fenêtre, et je me souviens, le goudron était brûlant. Alors qu'il était tard, hein. Il était chaud, voilà. Et j'ai regardé la lune. Et je me suis dit, putain, il y a des mecs qui marchent là-haut. Et C'est ça étonnant. m'a. Ouais, et le pire, c'est qu'aujourd'hui, tu as des crétins qui pensent que c'est pas vrai. Je te dis quand même ce que tu regardes. Tu regardes Ouais, dans la constellation de Céphée, tu as deux objets, ce qu'on appelle des objets du ciel profond. Tu as d'un côté une nébuleuse planétaire qui s'appelle, alors avec la poésie des astronomes, NGC 40, puisque c'est le 40e objet du New Generation Catalogue. ouais, Et alors celle-là, tu la vois légèrement sur la droite, milieu droite de l'écran. ouais. En Tu vois une bleu, espèce de bulle ouais, bleue au milieu d'une autre bulle rouge. Alors ouais, ça, c'est ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Alors t'as deux morts finalement sur cet écran, ouais, sur cette photo. Tu as d'un côté donc cette nébuleuse planétaire qui équivaut grosso modo à ce qui va arriver à notre Soleil, c'est-à-dire que c'est une étoile qui est en fin de vie, qui a brûlé tout son carburant, mhm, qui a grossi, enflé, mhm, avant de s'effondrer sur elle-même et de libérer toutes ces couches externes, donc ces gaz et ces métaux, dans l'espace. Et puis tout le reste que tu as autour, c'est l'énorme structure rouge et bleue, les filaments rouges et bleus que tu vois, ouais, c'est ce qu'on appelle un rémanent de supernova. Donc ce sont les résidus d'une étoile qui a littéralement explosé. ouais, Cette photo couvre une superficie qui est assez gigantesque et tu as deux objets qui se trouvent loin l'un de l'autre. C'est-à-dire que ouais, tu les vois au même plan parce qu'il y a un ouais, effet de profondeur. La nébuleuse planétaire se trouve à peu près à 3500 années-lumière de distance. ouais, Donc ça veut dire que la lumière a mis 3500 ans à nous parvenir. ouais, Donc techniquement, tu vois l'objet tel qu'il était il y a 3500 ans. ouais, Et le rémanent de supernova, ouais, qui est donc le vestige d'une étoile, lui se trouve à 4600 années-lumière de nous.
Ouais, Donc se trouve nettement plus loin, mais est absolument gigantesque. Et de ces deux morts-là, ben, vont naître d'autres étoiles et nécessairement d'autres planètes. Ça fait partie du cycle de la vie du cosmos. magnifique. Écoute, moi, Voilà. ce que je vois, c'est, je dirais, si je devais faire un commentaire sur cette image-là, je verrais plutôt comment dire, un IRM de cerveau, tu vois, avec du sang, peut-être une petite tumeur à droite, un truc. Tu vois, mais évidemment pas. Peut-être parce que c'est aussi l'écran qui m'aide pas, hein. Euh, ah, bah là, j'ai agrandi complètement. Ah non, mais on a souvent des similitudes sur Et comme c'est des points de poussière, tu vois, comme si mon Ouais. écran était plein de poussière, quoi, tu vois. En fait, tu as beaucoup de similitudes même dans les structures, certaines structures que tu as dans le cosmos et certains organes. C'est assez Ouais, surprenant. Il y a des nébuleuses qui ressemblent au cerveau, tu vois, il y a des ouais, tas de ouais. trucs un peu bizarres. Euh, Quand tu parles c'est de que 4500 euh, années-lumière. années-lumière, euh, c'est le temps pour que les images reviennent, c'est ça? C'est Ou le non? temps, alors c'est la distance qui nous sépare de l'objet, et C'est la distance, d'accord. voilà, et c'est le temps qu'a mis la lumière à effectuer la distance entre ces D'accord, objets et finalement la d'accord. caméra qui est branchée sur le télescope. Là, il y a Alors là, volcanique. ce que tu vois, ouais, les couleurs, ouais, ouais, il y a beaucoup de soufre, Ouais, figure-toi, dans ouais, cette image. Il y a ouais, beaucoup d'oxygène, d'hydrogène et de soufre qui donnent ce ouais, côté effectivement un peu jaune, jaune rougeâtre. Là, ce que tu vois, c'est deux objets à la fois. D'un côté, ce qu'on appelle une nébuleuse, qui est une zone de formation d'étoiles. Ça, ce sont tous les gros nuages de poussière que tu vois. Et tu as ce qu'on appelle un amas ouvert d'étoiles, donc comme son nom l'indique, un amas d'étoiles. Donc c'est une zone où beaucoup d'étoiles sont en création. Et c'est une nébuleuse dont j'aime beaucoup le nom parce que ça s'appelle la nébuleuse de l'âme. ouais, Et alors, est-ce que c'est lié à ma nouvelle paternité? Je ne sais pas, mais moi, ouais. bizarrement, j'ai toujours vu un fœtus. Tu vois, Ah oui, ah, ouais. j'ai toujours vu Ah oui, quelque oui, chose de oui, l'ordre oui, du oui, oui, fœtus. oui, oui. Voilà, Ah donc oui, ça, oui, c'est une oui. photo qui demande à peu près 39 heures de pause pour être réalisée. Et c'est un objet qui est un objet extrêmement Et alors, connu. le pose avec l'appareil photo, c'est un appareil spécial ou c'est un C'est une appareil? caméra spéciale, c'est-à-dire ce sont des caméras très sensibles Ouais, qui en fait sont des appareils photo, hein, mais qui prennent des ouais, photos sur des longues pauses. C'est-à-dire d'accord, que chaque pause va faire à peu près sur une photo pareille 5 minutes et on d'accord. va répéter ces pauses très souvent. Ça Ouais, permet de réduire le bruit numérique de l'image et ouais, puis ça permet d'avoir de plus en plus de détails qui apparaissent parce que c'est très très ténu. Tu verrais pas ça à l'œil nu, hein, évidemment. ouais. Ben oui, oui. Et donc ça, c'est un objet qui, lui, alors, se trouve dans la constellation de Cassiopée, qui est beaucoup plus loin que ce que je t'ai montré tout à l'heure. Ça se Ouais, trouve à 6500 années-lumière. ouais. Et c'est vrai que c'est un objet que je trouve assez poétique, la nébuleuse de l'âme. Je trouvais que ça changeait un peu des noms Je peux te poser barbares une qu'on peut avoir. question. Bien sûr, ouais, autant que Cette tu veux. passion, évidemment, c'est toujours mystérieux pour moi, quelqu'un qui a une passion comme ça. Mais j'ai entendu des gens passionnés comme toi, des grands scientifiques. L'autre jour à France Inter, une femme qui est, je ne sais pas, alors je suis incapable de te dire dans quel contexte, pourquoi elle était interviewée, etc. Mais j'ai juste compris qu'elle était spécialisée, enfin, qu'elle était une sommité là-dedans. Et elle a clairement dit, mais moi, je suis persuadé qu'il y a euh, comment dire, pas des martiens, mais d'autres gens D'autres vivants. civilisations, d'autres formes de Voilà, vie. elle est persuadée de ça. C'est tellement énorme. Comme je te C'est disais, sur une sphère de 93 milliards d'années-lumière de diamètre, ouais, des milliards d'étoiles, je veux dire des galaxies, on en a vu des milliards enfin des centaines de milliards. Dans chaque galaxie, tu vois la photo que j'ai derrière moi, ouais. ça c'est une galaxie. Tu as des planètes autour. Statistiquement, s'il y a que nous, c'est bizarre. C'est ça. Voilà. Voilà. Voilà, je crois que c'est la réponse. Ouais, Voilà, il y a un très grand scientifique et vulgarisateur américain qui s'appelle Carl Sagan, qui a écrit quelques bouquins, qui a écrit notamment un livre qui a été adapté au cinéma avec Jodie Foster pour un très joli film qui s'appelle Contact. Euh,
il disait, si avec nous, ce serait un beau gâchis d'espace quand même. Ah ouais, ouais. Ah Voilà. ouais, ouais. Mais le fait est que pour l'instant, on Ouais, ne sait pas trop. Puis il y a un ouais. autre problème, tu vois, on en avait parlé avec Franck Tillier quand on avait fait l'émission, c'est que c'est loin, hein. Alors avant qu'on se croise, Ah oui, bien sûr. c'est pas Mais demain la veille. il y Mais a, oui, vraisemblablement, on n'est pas les seuls. voilà, Ouais. voilà. C'est ça que ça m'avait frappé qu'une femme dise ça comme ça. Mais là, quand je vois ce que tu m'envoies, évidemment, ça corrobore. Mais ça me fait penser aussi à une autre phrase que j'aime beaucoup qui a tourné sur Facebook. C'est euh, euh, on comprend pourquoi les extraterrestres n'ont jamais contacté, vu qu'on est comment on est con, un truc comme ça, Bah, tu c'est vois. à peu près ça, c'est-à-dire qu'en gros, c'est oui, Ils sont c'est venus, le puis ils ont dit fait que voilà, vous en avez marre. le fait que les extraterrestres nous aient pas contactés est sans doute une preuve de l'existence d'une vie intelligente quelque part. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça le truc, ouais. Ouais, tu vois, quand tu es passionné par ça et le jour où c'est un peu comme dans Matrix, quoi, tu prends la petite pilule bleue et tu vois le monde différemment. Ouais. Et il y a plein de trucs où tu te dis nos civilisations, elles sont un peu débiles, quoi. Ah bah Voilà. oui, Euh, c'est clair que là, surtout en ce moment, ouais, euh, particulièrement en tu ce te moment. dis où on va là, où on va. La bêtise de l'espèce humaine à un point. Alors en plus, c'est ça qui est complètement dingue. C'est comme disent les Chinois, le yin et le yang. C'est-à-dire que, bon, en ce moment, il y a vraiment le côté noir de l'espèce humaine qui ressort, mais il y a des gens tellement formidables, tu vois. Tu te dis, mais comment c'est possible, quoi? Les deux, il y a la coexistence, c'est pas possible, tu vois. Il y a un moment, il y en a un qui va bouffer l'autre. Ouais, alors je sais pas, c'est l'histoire de l'humanité. Après, il y a tel changement, c'est-à-dire que on était à 1 milliard d'habitants il y a 60 ans, et tu vois la vitesse à laquelle l'espèce Ouais, ouais, s'est accrue. Alors, est-ce que ça n'a pas joué aussi un peu? Euh, je me ouais. méfie de l'expression «c'était mieux avant». Ah non, c'est pas ce que je dis, hein. Non, non, mais tu vois, non, mais je pense pas à toi, mais Ouais, on peut avoir la tentation un peu nostalgique de se dire oui, mais avant ouais, c'était mieux, oui, mais ouais, avant on mourrait beaucoup plus de maladies qu'on a ouais, aujourd'hui un ouais, peu ouais. vaincues. Bon, mais la réalité, je vais te dire, elle est factuelle. Nous sommes sur un vaisseau spatial qui est pratiquement une sphère, on va dire pour simplifier, même si la Terre n'est pas réellement une sphère, quasiment une sphère qui est lancée à pleine vitesse vers un soleil sur lequel elle tombe, mais comme ce soleil tombe lui-même autour du centre de la galaxie, et ben, ça donne une orbite, et ce soleil, il se déplace autour de la galaxie, qui elle-même se déplace dans l'univers. Donc on est lancé pleine balle, sans savoir pourquoi, sans pouvoir le maîtriser, sans rien. Si demain on se prend un gros météore sur la gueule, on ne sera même pas un vague souvenir dans l'histoire de l'univers, on n'aura jamais existé. Ouais. Et tu dis, on a peut-être autre chose à faire que de se mettre sur la gueule, en fait. Ouais, Mais ouais, ouais, voilà, c'est désespérant par ouais, certains aspects. En ouais, même temps, tout est fait dans notre civilisation justement pour qu'on regarde pas vraiment en l'air et qu'on réfléchisse pas trop à notre place là-dedans. C'est-à-dire qu'on a l'impression que prendre sa voiture le matin, aller à un travail, revenir, c'est important. Et surtout, sache le livre, être un consommateur est ce qu'il y a de plus important. Voilà, fut un temps, il fallait être un citoyen, aujourd'hui, il faut être un consommateur. Eh ben, le fait est qu'on peut consommer ce qu'on veut. D'abord, c'est forcément, ça a un impact sur la planète en elle-même. Et puis surtout, le reste de l'univers s'en tape complètement. complètement. C'est-à-dire que si demain la Terre explose, vu de la galaxie qu'il y a derrière, c'est même pas visible. Ouais, ouais, ouais. Donc, je dis peut-être autre chose à faire les uns avec les autres que Ouais, t'as raison, bien sûr, ça. bien sûr. Alors, on va sortir de ces considérations philosophiques pour apporter une petite touche éducative, parce que Ouais. tu vas avoir droit, comme tous les camarades, au quiz sur tes connaissances astro, Oula, le ouais, piège. Et donc, je vais te poser 5 questions, et alors tu te rends pas malade si tu sais pas, la plupart des ouais, gens ouais, savent pas. Euh, Bah tiens, justement, on parlait de la Terre. À quelques dizaines ou centaines de millions d'années près, sais-tu quel âge a la Terre? bah, enfin, je dirais 100 millions d'années. 100 millions d'années, t'es un peu loin pour que je t'accorde la bonne réponse. Elle a 4 milliards 500 millions d'années, en gros. Ah On a bah un d'accord. chiffre un peu plus précis. Sur la planète Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil, Oui. donc t'imagines qu'elle a pris cher en termes de chaleur et d'énergie, un jour dure 2 fois plus longtemps qu'une année. C'est vrai ou c'est faux? C'est-à-dire qu'elle met deux Bah, j'ai fois le une chance plus sur de... deux de répondre bien, de toute façon. Je t'ai limité les risques. Ouais. Donc elle mettrait, là dans mon hypothèse, elle mettrait 2 fois plus de temps à faire un tour sur elle-même qu'à faire le tour du Soleil.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, une année dure 88 jours, parce qu'elle est très proche du Soleil et tourne assez rapidement autour, et une journée dure 176. Voilà. Ce qui est un truc un peu étonnant. Imagine qu'on Ouais, mette, nous, plus de temps à avoir une journée. Enfin, de toute façon, il y aurait peu de vie sur Terre. ouais. Vraisemblablement, si on mettait le même temps. D'ailleurs, est-ce que tu peux me citer toutes les planètes du système solaire? Oh, absolument pas. Est-ce que tu peux Euh, essayer déjà? non, non, attends, je suis une vieille personne. Ouais, fais-moi. Je vous signale Bah, que tu les parlais natifs du d'enseignement. Soleil, Saturne, Mercure, euh, la grande ours, la petite ours. Non, non, alors, tiens, on va les faire dans l'ordre. Tu as Mercure, Mars, Ouais, ah, Mercure, pardon, Vénus, la Terre, ouais, Mars, ah, ouais. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Voilà. Ouais, bah, enfin, alors, je les connais, mais voilà, ça m'est pas venu à l'esprit tout de suite, quoi. Non, non, mais c'est pas, attends, c'est pas normal. Ça permet. Le but, c'est aussi Ah ouais, de ouais, ouais. remettre au goût du jour. Alors ça, par contre, ça, alors là, si tu le connais pas, t'as pas d'excuse parce que vraiment, t'as dû le vivre. Quel est le nom du premier homme à être allé dans l'espace? À être allé dans l'espace. Ah oui, Ouais, Gagarine. ouais, ouais. Alors c'est Yuri marrant parce Gagarin. que je suis tombé sur l'article, mais je fouillerai un peu parce qu'avec les idées complotistes, il faut quand même se méfier maintenant. Mais apparemment, il y aurait un autre mec qui aurait été envoyé, un autre Russe qui aurait été envoyé quelques jours avant, mais qui serait parvenu en très bon état. Donc voilà, Ah oui. je vais aller regarder. Ouais. Tu sais, Gare, toi qui aimes les blagues de comptoir, tu sais que Gagarine a longtemps été considéré comme le soviétique le plus malchanceux de l'histoire, parce qu'il a fait plusieurs fois le tour de la Terre et il est retombé en Union soviétique. Voilà. En fait, non, là où ce type a vraiment pas de bol, c'est qu'il est mort, il a survécu au vol spatial et il est Ouais. mort dans un accident d'avion, ce qui est quand même Incident d'avion, ouais. un peu dingue. Et alors, dernière question, tu vois, tu as déjà j'ai fait 4 sur 5. Est-ce que tu peux me citer le nom d'une des navettes spatiales américaines? Alors, Euh, ça date d'une époque où tu tournais beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi, hein, euh, je te l'accorde. la navette Mercury. Navettes, hein, pas les fusées, les navettes. Ah ouais, ah oui, navette. Non, non, ça vient pas. Atlantis, Endeavour, Columbia. Ah ouais, Voilà, voilà. Ouais. certaines ont explosé malheureusement, Ouais. mais voilà, ça c'était le grand programme spatial américain avant l'hégémonie des SpaceX. Non, Merci. moi, l'espace, c'est l'aventure humaine pour moi. Euh, c'est le film que j'adore sur les astronautes qui ont fait le premier vol, quoi, tout ça. Merde, comment s'appelle ce film? T'as vu comment ça s'appelle Le truc de l'étoffe des l'espace. héros? L'étoffe des héros. Ah ouais, ah ouais. C'est pour moi le film qui est qui symbolise plus la folie, tu vois, de tout ça, quoi. Ah ouais, c'était dingue, c'était des fous furieux, hein. Ouais. Tu vois, moi, ce qui me plaît dans la conquête spatiale, c'est justement ce qu'on est capable de faire quand on travaille ensemble et pas les uns contre les autres. Christian, on va terminer doucement l'émission. Est-ce que tu peux me parler de tes projets, ton Bah, planning à venir? Est-ce qu'il y a le des... projet, mon gros projet, c'est mon roman, alors dont je n'ai pas encore. Moi qui trouve les titres de tout ce que j'ai écrit, j'avais le titre, j'étais dans des certitudes très vite. Et là, je n'ai absolument aucune certitude. C'est très curieux. Euh, Il n'y a rien j'ai, qui t'apparaît évident. bah, c'est-à-dire, j'ai deux, trois titres. Alors, mon héros est alors, ça fait bizarre pour faire un roman historique. C'est un roman un peu historique, enfin un peu. Mon héros est un petit coureur cycliste du 20e arrondissement, qui est un pistard, euh, qui est tout petit, qu'on appelle le gros mollet, voilà. Et il est le fils un artisan horloger qui avait une montre très particulière au début du siècle, qui s'appelait, je ne sais pas si tu as entendu parler, peu de gens le savent, ça existe toujours. Il y a des horlogers évidemment qui les connaissent. Tu vas sur Internet, tu vois tout de suite les choses. Ce qu'on appelait les montres à complications. Oui, ça je connais, mais mon père est un fan d'horlogerie, donc ouais. Alors voilà, et donc son père lui lègue, un peu par hasard, sa montre à complications, son père se fait tuer le 11 novembre 1918, le jour de l'armistice, et sa montre s'arrête, parce qu'il se fait tirer dessus, sa montre s'arrête à l'heure De sa à mort. l'année de l'armistice. Il va la faire réparer, et cette montre va suivre tout mon personnage jusque de 1900. Lui, il est né en 1915, donc mon roman commence en 1918.
18-1968, cette montre va suivre tout le roman. Et donc, j'ai pensé à un moment l'appeler la montre à complications. Mais je me suis dit, ça va être très abscon. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce que ce livre, la montre à complications? Après, il y avait un autre titre que j'aimais beaucoup parce qu'il y a il y a une longue, longue période sur le Veldiv qui a été un grand lieu des courses cyclistes, hein, les Ouais. 6 jours du Veldiv, etc. Que des gens comme maintenant ont oublié, mais c'était vraiment c'était énorme, c'était comme les Jeux Olympiques, hein. Et là, euh, le Veldiv, le vélodrome d'hiver dans le 15e arrondissement, qui a été détruit, où on a mis tous les juifs les Ouais, 16 juillet 42, le vélodrome, la piste avait une caractéristique, c'est que les pentes, les virages étaient extrêmement pentus et que le public populaire appelait ça les falaises. mhm, Et donc, comme le Veldiv était rue Nélaton, à un moment, j'ai pensé l'appeler les falaises de Nélaton. C'est-à-dire une espèce de truc poétique un peu, tu vois. mhm.